Bon matin à vous tous. Nous sommes dimanche le 7 juin 2020. Merci d'être chaque matin avec moi ou avec Jean-Luc pour nos entrevues matinales à 8 heures. Je le sais, c'est de bonne heure un dimanche matin de se lever. Mais le dimanche matin, on parle de santé physique, de santé morale, de santé financière. Puis aujourd'hui, on va voir les meilleures pratiques de gestion pour être capable d'améliorer sa santé financière. Fait que je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de rentrer présentement. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On a 15 choses à savoir avec le multilogement. On est avec Kevin Ellison, qui est un de nos coachs qui va être avec nous autres. Mardi, témoignage d'investisseurs immobiliers en région. Oui, c'est possible de faire de l'argent en région. On n'est pas obligé d'être à Montréal, Sherbrooke ou à Québec pour faire de l'argent. Carl Audet va être avec nous autres pour nous expliquer un peu son parcours de vie, qu'est-ce qu'il a fait, quel type d'immeuble qu'il achète. C'est sûr qu'un sixplex, ça vaut pas 1 million dans sa région, ça vaut quelques centaines de mille de dollars, puis il va vous expliquer comment il fait pour faire de l'argent. Mercredi, on a un témoignage aussi, mais complètement différent. C'est un gars qui fait pas beaucoup de flips par année, mais c'est du flip de très haute gamme. C'est du flip d'1 million, d'une valeur d'1 million qu'il fait, et c'est complètement différent du flip de premier acheteur. Et on va jaser avec lui, un gars très, très connaissant dans le domaine. Mardi, le 9 juin, en soirée, on a Airbnb, la formation Airbnb, comment faire du chalet locatif ou du condo locatif. Et le 10 juin, c'est moi qui donne la formation Devenir libre financièrement. Toutes les gens qui savent pas comment se partir en immobilier, c'est comme notre formation de base pour savoir comment se décoller. Et je vois qu'il y a plein de gens qui ont arrivé. Robert Forcier, bon matin. Nick, Jean-Michel, Daniel, Tiwa qui est là, Marie-Josée, Natacha, bon matin vous tous. À matin, savez-vous quoi? On va jaser comment exploser vos revenus avec nul autre que Cléo Maheu. Bon matin, Cléo. Bon matin, Ghislain. Merci de me recevoir. Très heureuse d'être ici. Hey, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Ouais. Et tu te regardes aller avec ta business, c'est wow, tu exploses les revenus, tu aides beaucoup de gens aussi à faire ça. C'est ça qu'on va parler ce matin, mais en premier, comme tu sais, j'aime tout le temps ça savoir qui est en face de moi présentement. Qui est en face? Mais tu sais, moi, je veux juste te dire, avant de parler de Cléo Maheu, je veux juste te faire un chapeau parce c'est la 79e entrevue aujourd'hui, puis je te dis bravo, tout le temps et l'énergie que tu donnes à ta communauté, c'est extraordinaire. Tu es réellement une inspiration pour moi et quand je serai grande, je serai comme Ghislain. C'est sûr et certain. Mais moi, de qui je suis, mais vraiment, non, je le vois, puis tous les commentaires des gens, je te suis, faut le faire, tu sais, de se dévouer autant, puis on s'est déjà parlé au téléphone, tout ça, puis j'ai vu tout ce que tu fais, fait que chapeau, bravo. Je pense que les gens en ont besoin, justement, tu sais, fait que je voulais prendre cette petite parenthèse-là pour toi. J'ai parti ça, comme je le dis souvent, quand la pandémie est arrivée, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais pour 2-3 semaines, là, pour les gens qui sont à la maison, ils n'ont plus de job, ils ne savent plus quoi faire. Ah ben, je vais essayer de faire des lives le matin. Puis finalement, il y a eu un engouement. Il y a des lives qu'on a eu jusqu'à 10 000 vues. Wow! 10 000 vues. C'est que c'est beaucoup, là. Puis j'ai 31 000 sur le Facebook. Il y en a eu 10 000. C'est que c'est sûr que c'est pas le tiers des gens qui l'ont écouté. Il y en a qui viennent de l'extérieur. Fait que n'hésitez pas à le partager. Si vous aimez les entrevues, partagez-les. Plus que de gens qui l'écoutent, ben, plus que les gens s'instruisent aussi. Avec différents domaines, pas juste l'immobilier. C'est ça qu'on va jaser un matin, Cléo. Oui. L'immobilier, mais comment on fait pour grandir? C'est ça. Puis à la base, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis ingénieure. Puis là, j'aime ça. Puis là, je vais te donner un chapeau, là. Mais tu sais, oui, vraiment, chapeau, les gens, là. Oui, très intéressant. Fait que, garde, chapeau, là, thumbs up
pour Ghislain, tout ce que tu fais. Mais si je parle un petit peu de moi, je suis dans le fond originaire de la Beauce, été élevée en Beauce, fait mes études à Québec. Génie chimique, microbiologie. Donc, je dis tout le temps, je suis un ingénieur qui a défroqué un peu parce que j'ai quand même travaillé 10 ans dans le pharmaceutique ici à Montréal et j'ai vraiment découvert ma passion pour le coaching. Je suis devenue un Lean Six Sigma coach à l'intérieur d'une grosse compagnie pharmaceutique où on mettait en place les meilleures pratiques d'affaires et j'ai commencé à être un auditeur à travers les entreprises en Amérique pour ça. Et subitement, mon père est décédé. J'étais enceinte de mon fils à l'âge de 56 ans. Et là, ça a été mon wake-up call de dire qu'est-ce que je veux réellement faire dans ma vie et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir ma propre entreprise il y a 12 ans. Et je me suis dit, moi, je vais aider les gens. C'est ça que j'aime, je vais aider, je vais avoir un impact dans la vie des gens et tout. Et je suis partie en amélioration continue, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de consultants en amélioration continue. Fait que je cherchais une méthode qui n'existait pas pour amener encore plus de valeur à l'entrepreneur. Et c'est là que je me suis joint à l'organisation Gazelle, qui est une firme américaine. Et Gazelle est un terme financier qui veut dire doubler ses revenus de 3 à 5 ans de manière organique. Donc, mettre en place les meilleures pratiques d'affaires pour être capable d'aller chercher le maximum de croissance, d'où le titre qu'on a mis aujourd'hui. Et ça fait 12 ans, puis je m'occupe de toute la propriété intellectuelle francophone de cette méthode-là. Donc, on aura la chance d'en reparler. Mais le fameux livre, là, Scaling Up, les droits d'auteur et tout. C'est un peu là d'où je viens. Mais tu as parlé de Beauce, puis là, ça m'a comme attiré, parce que moi aussi, je viens de la Beauce. Quel village? Ah oui, ben moi, je viens, mon grand-père, c'était le docteur Maheu de la Première Avenue à Saint-Georges. Oui. Puis là, j'ai été élevée à Beauceville avec ma mère. Et puis, j'ai déménagé à Montréal en 98 pour le travail. Ah, j'étais à 12 km de chez toi. T'es-tu sérieux? Oui. Ah, ben oui, Saint-Prosper. Mon Dieu, le monde est petit. C'est trop drôle. Puis, et là, fait que là, tu fais plus de chimie depuis des années, là. Ça fait combien d'années que tu as arrêté de faire de la chimie? Non, en fait, moi, ma famille, c'est toutes des familles de médecins. Fait que je voulais m'en aller en médecine pour aider les gens. Fait que là, j'ai été en microbiologie. J'ai eu beaucoup de fun à l'université, j'ai bu beaucoup de bière, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu comme besoin de dire, qu'est-ce que je fais parce que je rentrais pas en médecine, tu sais, j'avais pas les notes que ça prenait pour aller là. Fait que j'ai bifurqué en génie chimique, fait que j'ai réussi à faire mes 2 bacs en 6 ans. Et là, je me dis, je vais m'en aller dans le pharmaceutique qui est comme un proche de la médecine. Mais il me manquait le contact humain. Il manquait, tu sais, c'est quoi le coaching, hein? Je dis ça, c'est tellement le fun d'avoir l'impact puis de transformer la vie des gens puis de dire, regarde, t'étais là, tu pensais que t'avais un enjeu, tout ça, on s'en va. Fait que là, c'est pour ça, je pense que le coaching m'a amené le plus près de ce que je souhaitais réellement faire. Puis il y en a beaucoup qui me posent la question de mon côté. Pourquoi tu fais du coaching puis tu révèles des trucs? Puis toi aussi, c'est ça que tu fais. Tu révèles des trucs, comment s'améliorer. Et pourquoi tu ne les mets pas en application? Tu fais pas juste d'investissement immobilier. Tabarouette, je trouvais ça plate. Juste être là, pas avoir personne à jaser puis à faire du coaching. Je sais pas, je suis pas capable. Et j'aimerais revenir sur un autre point, l'amélioration continue. Tu peux-tu expliquer c'est quoi ça veut dire? Je connais ça moi aussi parce que je suis ceinture verte en Six Sigma, mais c'est quoi ça veut dire l'amélioration continue? En fait, puis je dirais l'amélioration continue dans un contexte COVID, là, c'est super important. Fait que dans le fond, c'est d'être capable d'améliorer nos processus et de les simplifier en éliminant ce qu'on appelle les gaspillages. Puis des gaspillages, ça peut être des gaspillages de temps, ça peut être des gaspillages au niveau de la surproduction. On vérifie 4 fois un document. Tu sais, je me mets dans votre domaine, là, tu sais, tu vérifies 4 fois un document ou tu fais 4 fois une proposition ou 4 fois. Fait que tu sais, c'est comment on peut simplifier le processus pour créer de la capacité et ultimement créer les revenus. Fait que ça, c'est vraiment... Puis surtout dans un temps de COVID, tu sais, on disait tout le temps clean up and catch up, c'est le temps de faire du ménage. Fait que l'amélioration continue, c'est tout ce qui marche pas, tout ce qui vous fatigue, tous les goulots dans votre processus. Ça, à toutes les fois que j'arrive à cette étape-là dans mon processus de vente, ça marche pas. Là, c'est de réfléchir, de dire comment je peux l'améliorer. Et l'amélioration continue va fonctionner quand vous impliquez vos gens, vos équipes, vos collaborateurs,
qui, eux, souvent ont les meilleures idées. Fait que l'idée, c'est pas d'investir des millions, mais c'est de prendre ce qu'on a, mais de réfléchir, innover un petit peu, et mettre les meilleures pratiques. Puis là, on peut justement croître. Puis après COVID, ben là, on est beaucoup plus efficace. Puis on peut là justement avoir une bonne capacité pour en prendre plus de clients, par exemple. En faisant du ménage. Exact. En améliorant. Si on commence avec les différentes techniques, les différents trucs que tu as pour nous autres, pour nous expliquer comment on peut faire pour exploser vos revenus. Et qu'est-ce que je vous suggère? Je vois que Nathalie est ici avec vous autres, Viviane, Hélène, Steve, Yann. Bon matin. Bon matin, Yann. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce processus? Mais je conseille aux gens ce matin d'aller prendre des notes. Cléo va vous donner plein de techniques pour vous. Prenez des notes, vous allez voir, ça vaut la peine. Fait que commençons avec une première technique que tu pourrais nous donner, Cléo. Ben, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que la méthode hypercroissance avec laquelle je m'inspire, dans le fond, on la voit ici, oui. On voit les 4 décisions. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, ma caméra est inversée, tu sais, non, c'est ça. je me cherche. Mais là, si je m'en viens, attends un peu ici, ouais, bon. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 4 décisions critiques pour avoir de l'hypercroissance. Les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Fait que moi, ce que je propose peut-être, c'est d'être capable de vous partager les meilleures pratiques dans chacun de ces 4 moteurs-là de croissance qui fait en sorte qu'on est capable de générer des revenus. Bonne idée. On y va-tu comme ça? Oui, parfait. Comme ça, oui. Bon, ben super. Alors, dans le fond, au niveau des individus, c'est quoi les meilleures pratiques? Ben la première question, on a comme une question qui tue par décision. Fait qu'on dit la question qui tue, c'est seriez-vous prêt à réembaucher chacun des membres de votre équipe sans aucune hésitation? Oh. OK. Fait que ça, c'est la première question qu'on amène à réfléchir. Et si vous dites, moi, je n'ai pas d'employés, pensez à vos collaborateurs, pensez à vos clients, pensez aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous seriez prêt à collaborer ou réembaucher, dépendamment de la grosseur de votre entreprise? Mais ça, c'est la première question. S'il y a un petit doute qui s'installe, puis on se dit, non, je suis pas sûre, ben là, quand on parle du COVID, de faire du ménage, d'amélioration continue, c'est le temps de prendre cette décision-là critique. OK? Une façon très simple d'évaluer ça, qui est une méthodologie qui s'appelle le top grading. Le top grading, très simple, 2 axes. Imaginez un tableau. L'axe vertical, les valeurs qui vous sont chères à vous. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous au point de vue du comportement? Et l'autre, c'est l'axe de la performance. Alors, très simplement, imaginez 4 cadrans. Un cadran A, c'est quelqu'un qui a vos valeurs et qui est performant. Un cadran B, c'est quelqu'un qui a les valeurs non performantes. Et la ligne du bas, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas vos valeurs. Des fois, il peut être très performant, pas les valeurs. Et souvent, ce sont ces gens-là qui vous causent le plus de dommages et qui peuvent nuire à vos objectifs de croissance. Alors, juste de faire un tour et d'être capable de classifier le portrait de qui vous entoure, qui sont là, ben ça peut avoir un gros impact. Si vous dites, j'ai pas d'employés, faites-le au niveau de vos clients. C'est qui vos clients A? C'est bon point. Tu sais, qui sont les clients? Puis un client A, c'est quelqu'un tu vas avoir du plaisir à travailler avec, mais dans l'axe, c'est la personne qui va te générer un profit optimal aussi. Puis d'être capable de définir, ben ces A-là, c'est eux autres, puis là, puis personnifier, tu sais, dire, hey, moi, mon client A, ben c'est Ghislain. Ghislain, il est ouvert, il veut apprendre, j'ai du plaisir à travailler avec, il m'ostine pas sur mes offres de service. Ben c'est de prendre ces éléments-là, puis de dire, ben des répliquer, puis d'aller chercher et de faire le ménage. Un client C qui ne génère aucun revenu, puis qui prend toute ton énergie, là, ben on devrait plus l'avoir là, après COVID. On devrait faire le ménage. Oui, de faire maintenant. Et j'inviterai les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Est-ce que vous avez un ménage à faire dans vos collaborateurs, vos courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, vos inspecteurs, vos évaluateurs, votre secrétaire ou adjointe? Dis-moi donc un oui ou un non. On va faire des petites statistiques. À mesure que tu vas avancer aujourd'hui, Cléo, on va faire des statistiques. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça prend à peu près, Cléo, 8 secondes avant que quand les gens tapent sur Facebook, que ça apparaisse nous autres avec BeLive. Fait qu'on va continuer, puis après ça, on va revenir voir les résultats. Fait que première technique, voir est-ce que tu embaucherais cette personne-là à nouveau. J'adore ça.
J'adore. Exact. Fait que, bon, il y a quelqu'un qui nous dit le ménage est pas mal fait. Excellent. Bravo, Diane. Bravo, Diane. Oui, oui, oui. OK, excellent. C'est ça. Fait que, tu sais, puis je trouve que les gens, puis, tu sais, juste une petite pour fermer le lien au niveau des individus. Aussi, une belle façon de le voir, c'est si vous avez des objectifs de croissance, puis de dire, moi, je veux doubler mon chiffre d'affaires, par exemple, en 3 ans. Bien, probablement, l'équipe que tu as présentement, c'est peut-être pas elle qui va te permettre de te rendre là. Alors, de se projeter dans le futur puis de dire, c'est qui les ressources que j'aurais besoin? Bien là, j'ai besoin de quelqu'un en marketing à temps plein. Là, j'aurais besoin parce que... Et là, vous restez ouvert. Fait qu'au lieu d'arriver à la dernière minute puis de dire, là, j'ai besoin d'embaucher, ça marche plus, il faut que j'embauche, bien, c'est d'être capable de le prévoir puis dans votre réseautage, d'être capable de dire, hey, regarde, j'ai pas de travail pour toi présentement, mais j'adore le fit qu'on a ensemble. Puis quand je vais avoir une ouverture, j'aimerais ça. Et t'entretiens la relation. Donc, on crée ce qu'on appelle des bancs virtuels pour entretenir, pour se bâtir l'équipe de rêve. Puis c'est le plus important. C'est la base de la croissance, d'être entouré des bonnes personnes. Puis, comme tu dis, notre équipe va changer. Quand j'ai commencé dans mon sous-sol en 2008, j'avais un comptable. OK? C'est que là, après 2 ans, là, je vois 2-3 ans, l'entreprise grandissait. Puis je voyais qu'il n'y avait aucun rapport avec l'immobilier. Ça marchait pas. Et j'ai été obligé de changer. C'est pas parce que le gars faisait pas une bonne job. Il était pas capable de me conseiller où j'étais rendu. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai dit, regarde, je vais aller me chercher quelqu'un qui est comptable fiscaliste, qui est capable de me conseiller quand j'ai des problèmes en immobilier. Là, il était obligé il me revenait 2 semaines après, puis attends un peu, il faut que je regarde les livres, il faut que je regarde mes notes, puis là, il allait conseiller. Fait que on switch de personne, puis c'est correct. C'est de même la vie va faire qu'on va grandir. Puis il y a un commentaire d'Isabelle Hébert qui dit en immobilier, c'est de créer une bonne qualité de locataire. Fait qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois, ça? Oui, c'est exact. Oui, parce que c'est nos clients. C'est nos clients. Si des fois, là, ton logement, il est vide. Je vais te donner un plus bel exemple, Léo. Tu as 2-3 logements de vide et là, 2 semaines, j'ai refusé un locataire. Le locataire, il dit, je suis prêt à te payer le premier mois, puis si tu veux, je t'en donne un autre mois, je vais te le payer. Mais je connaissais la personne, puis j'aime mieux avoir un logement vide puis avoir des bons clients quand ils vont arriver que d'avoir cette personne-là. Fait que les locataires, tellement important de faire une belle sélection aussi, là. Puis, on peut-tu dire aussi, l'autre élément, fait que oui, il faut se projeter dans le futur, voir nos besoins en termes d'équipe, tout ça. Puis, si on prend les locataires, ou souvent, ce qui arrive, ou ce que j'observe, moi, dans le monde des affaires, c'est qu'à partir du moment où on sait que la personne ne fit pas, les entrepreneurs sont souvent trop tolérants à l'égard des gens qui ne fit pas. Puis là, ils traînent, ils prennent pas les décisions. Et finalement, ça les nuit dans la réalisation de leurs rêves. Fait que, tu sais, on entend parler du courage managérial, mais tous mes entrepreneurs qui sont capables d'accélérer ce processus-là, de dire, regarde, ça ne fit pas, mais de le faire humainement dans le respect de la personne, de dire, regarde, non, oui, non, puis de se respecter. Bien, c'est eux qui sont capables d'atteindre l'hypercroissance. C'est eux qui sont capables d'être focusés sur leur objectif. Fait que ça serait comme notre loupe individu. Là, la première chose à faire. Et parle-moi donc un petit peu de l'attente, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Hey, juste pour faire une petite statistique ici encore, qui est entrepreneur présentement, qui nous écoute et qui a une job de 8 à 5 ou de 9 à 5, là? Je vais juste voir un petit peu. D'habitude, je suis à peu près moitié-moitié que je vois. J'ai hâte de voir ici. Fait que répondez-moi entrepreneur ou salarié. On va marquer entrepreneur ou salarié. Fait que mettez-moi ces 2 mots-là. On va pouvoir y aller. Autre chose, c'est que souvent, les entrepreneurs, ils attendent trop longtemps avant d'embaucher. Et ça a été une de mon erreur, puis je l'avoue. Quand j'ai décidé d'embaucher ma première adjointe, j'ai doublé les ventes dans la première année. Doublé les ventes dans la première année, parce que là, je faisais plus toute la comptabilité, la partie adjointe, je faisais plus ça. Mais fait que, est-ce que tu vois ça, toi, des entrepreneurs qui attendent trop longtemps aussi? Ben oui.
Ben oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours, c'est important d'avoir une vision vers où on s'en va, puis c'est quoi les objectifs qu'on va atteindre pour être capable de savoir à quel moment on a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Puis nécessairement, ça change. Mais justement, toi, tu as beaucoup plus de valeur à être avec des clients, parler avec des clients, Oui. que de faire ton côté administratif, alors qu'il y a des gens qui vont être meilleurs que toi pour faire ce côté-là administratif, tu sais. Fait que, alors, on voit les réponses qui rentrent. Fait qu'on a pas mal, moitié-moitié. Ouais. Pour moi, on est pas mal moitié-moitié. Je Ouais, les quand regarde. même, pas mal entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, ouais. Salariés. Mais même si vous êtes salarié, vous avez une équipe, ben l'idée c'est toujours ça, le fit des valeurs, puis tout ce qui est la performance d'un joueur A, c'est eux qu'on veut embaucher et retenir. Et qu'est-ce qui arrive, Jocelyn, avec nos meilleurs joueurs? Maintenant qu'on les embauche, maintenant qu'on a fait notre ménage, on a le bon monde, on est content, on a notre dream team, ça roule. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait avec nos joueurs A? La plupart du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les joueurs A? Il faut se comporter avec eux comme des joueurs A. Et non pas faire du babysitting puis tout vouloir contrôler sur eux autres. S'ils sont là puis ils sont A, ils ont des capacités puis ils sont capables de foncer. Exact, c'est exactement ça. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va embaucher des superstars ou des fois, on les laisse tellement aller qu'on s'en occupe pas puis on n'est pas dans un mode rétention. Puis on leur en donne plus parce qu'eux autres, ils se plaignent pas. L'autre à côté, il chiale. Mais lui, il se plaint pas, on leur en donne plus. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, ils se tannent puis ils s'en vont parce que des joueurs A, oui, il faut les laisser indépendants, il faut leur déléguer des responsabilités, non pas des tâches, peu importe le niveau dans l'organisation, mais aussi ce qui est vraiment important, c'est d'assurer le développement. Et je vous dis, l'ère du COVID amène le développement de talent. Alors, il faut investir dans ces gens-là et c'est une belle façon de les retenir. Si la personne sent qu'elle apprend des choses, qu'elle est impliquée dans des projets spéciaux, puis qu'elle contribue à l'avancement de la compagnie, c'est ça qu'ils aiment, tu sais. Mais souvent, ils sont pas de troubles, ça roule. Mais tu sais, il faut faire attention aussi à cette nuance-là au niveau des joueurs. Faut tout leur donner sur leurs épaules non plus. Puis être ouvert à leurs solutions aussi. Et les gens ont tendance à apporter au directeur ou au président, c'est quoi? Regarde, j'ai un problème, c'est quoi t'en penses? Ben, tu retournes la question, et toi, c'est quoi t'en penses? Exact. Ouais. Et ça fait la différence. Et là, après ça, ils reviennent, regarde, on pourrait faire ça, ça, ça. Parfait, vas-y, go. Aucun problème. Et tu laisses la chance. Fait que ça, c'est le premier point. Ouais. C'est l'individu. Ouais. Le deuxième point maintenant. La stratégie. Okay. Donc, la stratégie, comment on voit ça selon l'approche Gazelle, dans le fond? Puis c'est quelque chose que je vous invite à faire, même si vous êtes, que vous êtes salarié, d'être capable de proposer cette équipe-là à vos dirigeants. Dans le fond, la période COVID amène ces éléments-là. Donc, quand on parle de stratégie, il faut toujours revenir à la base. Gazelle, c'est un modèle de croissance organique. Fait que là, souvent, il y a deux types d'entrepreneurs, moi, que j'ai vus dans la période du COVID. L'entrepreneur qui voudrait prendre les 150 000 opportunités qui se présentent à lui et l'autre qui fige puis qui attend que la crise passe. OK? Fait que c'est comme un peu les deux profils. Mais si tu vas chercher 150 opportunités puis que ça ne fit pas avec les compétences puis quitter puis ça dans quoi tu es le meilleur, ben ça te sert à rien. Tu vas mettre de l'argent dans les poubelles puis tu sais, tu seras pas capable d'aller chercher ce que tu veux. Et à l'inverse, des gens qui figent puis qui prennent pas les opportunités pour se réinventer, ben c'est de passer à côté de quelque chose. Fait comment qu'on aborde un petit peu tout ça, aussi simple que de revenir sur quelles sont nos forces. Tu sais, c'est quoi les top 3 forces? Puis moi, j'aime bien le faire avant COVID, pendant COVID, puis qu'est-ce qui va être nos forces après COVID, dans le sens que, puis moi, je l'amène même plus loin, c'est quoi nos compétences, dans quoi on est les meilleurs? Mais est-ce que tu parles de tes compétences en tant que dirigeant ou tu parles de tes compétences de la business? De la business. On est dans la stratégie, fait que je regarde l'organisation, c'est quoi ses compétences, où tu devrais regarder les forces des dirigeants, c'est dans notre section individu pour s'assurer qu'il est dans bonne chaise.
Fait que si tu lui demandes qu'est-ce qu'il aime, tout ça, là, ça, c'est correct de le faire dans ce cadre-là, puis de dire, ben, dans 3 ans, voici ce que j'ai de besoin. Toi, tu veux te développer en marketing, là, tu fais de la vente. Ben, sais-tu quoi? On va te développer là-dedans. Tu es un joueur A, je veux te garder. Fait que là, en fonction des forces de l'individu, ça va plus être pour le trouver le bon poste, dans la bonne fonction, dans la bonne personne, dans la bonne chaise. Mais là, au niveau de l'entreprise, quand on est en stratégie, c'est quoi les 3 forces majeures? On va continuer. Ouais. Je veux poser la question aux gens qui sont en ligne. On a moitié salarié, moitié entrepreneur. Fait que si vous êtes entrepreneur, c'est quoi votre force à vous dans votre entreprise? Ou si vous voulez devenir entrepreneur, investisseur immobilier, c'est quoi la force que vous allez aller travailler le plus que vous allez offrir à vos clients ou peu importe vos partenaires? Fait que mettez juste quelques mots, s'il vous plaît, dans la phrase pour qu'on puisse les lire rapidement. C'est quoi votre force principale? Et comment on fait pour déterminer ça, la force principale de l'entreprise? Ben c'est ça. Ça demande de la réflexion. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est que tout le monde va avoir des forces très génériques. Tu sais, moi, j'ai une notoriété. Moi, on est bon là-dedans. Tu sais. Mais l'idée, là, moi, j'imagine tout le temps l'iceberg, et sous l'iceberg, là, tu sais, il y a des compétences fondamentales. Puis souvent, je vais aller chercher, au-delà de la force, c'est quoi les systèmes et les processus qu'on fait naturellement. Tu sais, si je te regarde, toi, Ghislain, une de tes forces, c'est que tu investis énormément de temps dans ta communauté à donner des trucs et à partager. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. Fait que toi, c'est une de tes forces que tu as, c'est une compétence que tu as d'aller connecter avec ta communauté puis tout ça. Puis cette force-là va être combinée à une compétence, une expertise que tu as en immobilier combinée. Et souvent, ces 3 forces-là combinées ensemble fait en sorte que tu as ce qu'on appelle en stratégie une proposition de valeur unique. Donc, et c'est ça qu'il faut chercher quand on est entrepreneur. C'est pas de dire, je vais faire de l'immobilier. OK, mais tu vas faire de l'immobilier comment? En fonction de qui t'es, ce qui te drive, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Puis souvent, les gens oublient tout ça puis disent, je me lance dans l'immobilier puis go, on part. Non, mais va voir ton background. C'est un background d'amélioration continue. Amène une approche systématique. Va chercher des locataires qui te ressemblent, qui veulent que ce soit clean, que ce soit... Tu sais, fait qu'il faut trouver... Il y a comme un amalgame. Fait que définir nos top 3 forces. Et là, je vois des belles forces, l'autonomie. Ben oui, on peut en aller quelques-unes en s'en allant. Entouré de bons partenaires, innover, l'autonomie, Christian, Guillemette, négociation persévérance, Patrick, gestion de travaux, Natacha, gestion. Oui, c'est des belles compétences qui vont faire que vous allez vous démarquer. Exact. Puis il faut aller la creuser, cette compétence-là. Exemple, on a Dominique Miron qui nous dit visionnaire. OK, visionnaire, puis là, on cherche le comment. Pour que ça devienne intrinsèque, dire, regarde, visionnaire, ben moi, je suis capable de voir toutes les nouvelles tendances qui se passent, par exemple, dans l'immobilier. Ben, il faut que ça devienne systématique dans votre organisation, puis que vous soyez capable de dire, ben, regarde, moi, je veux me garder une demi-journée par semaine pour voir toutes les tendances. Ça me donne ma vision 360, puis je suis capable d'aller frapper le marché. Souvent, les gens vont dire visionnaire, il arrive une COVID, il arrive ça, puis là, ils perdent leur vélocité, leur momentum, puis ça, dans quoi ils sont les meilleurs. Puis après, ils retombent en mode start-up au lieu de passer en mode hyper-croissance qui est là. OK. Et la différence entre start-up et le mode hyper-croissance, peux-tu juste nous l'expliquer un petit peu? Oui. Fait que dans le fond, une stat super intéressante, il y a seulement, aux États-Unis et au Canada, il y a seulement 4% des entreprises qui vont passer le cap du million, OK? Fait que on est dans un marché de micro-entreprises et ce qu'on réalise, c'est que le mode start-up, c'est que tu es en mode démarrage, donc tu dois tout bâtir. Quand on parle d'hypercroissance, ça veut dire que ton modèle d'affaires est clair, tu connais tes forces, tu sais dans quoi tu es bon, puis après ça, tu es capable de juste pousser la machine, en fait. Mettre les bonnes personnes, renforcer ta stratégie, l'écrire, la documenter, exécuter, avoir un focus. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on sait où on s'en va, mais on met les meilleures pratiques d'affaires en place pour aller chercher cette croissance-là. Excellent. Fait que ça, c'est la partie stratégie. Avez-vous des questions, les amis, qui sont en ligne présentement sur le côté stratégie? Moi, j'ai d'autres choses à ta stratégie. On en a fait juste une petite portion, là, mais moi, j'ai plein d'idées. Moi, je continuerai, là. Oui, c'est ça. Fait que là, on a fait très simplement les forces, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire les faiblesses? Quelles sont les faiblesses organisationnelles que nous avons présentement?
et d'être capable de réellement les nommer puis cibler les faiblesses qui doivent, tu sais, on peut avoir des faiblesses, puis je veux pas des faiblesses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Donc, c'est vraiment interne à vous. Tu sais, que vous me dites que le taux de change est pas bon, quand même qu'on la mettra là, ça ne change rien dans notre vie, puis ça ne nous aide pas demain matin. Mais d'être capable de dire une faiblesse, c'est de dire, ben garde, moi, le volet technologique, là, j'en ai mangé une claque pendant le COVID, puis ça n'a vraiment pas été facile. Ben là, c'est de dire, la technologie, c'est une de mes faiblesses, je maîtrise pas les outils technologiques. Ben ça devrait faire partie de votre plan de croissance. Parce que si on n'adresse pas ces faiblesses-là, on va traîner de la patte, puis ça va être notre goulot, puis ça ne nous permettra pas d'aller chercher le plein potentiel de notre modèle d'affaires. Donc, force, faiblesse, mais en même temps, l'autre question que vous devez vous poser, c'est quoi les tendances qui se passent? Et là, j'aurais cette question-là, Ghislain, pour toi. C'est quoi les tendances de l'immobilier? Puis je suis sûre que tu en as parlé, mais mettons que tu as un résumé avec la crise du COVID. C'est quoi les tendances que les gens qui investissent dans l'immobilier doivent tenir compte actuellement? Ben, je vais aller vers une tendance négative et une tendance positive. OK? Qu'est-ce qu'on va voir du côté négatif? C'est que le commercial, selon moi, ça va avoir donné un coup dur. Oui. Un, à cause on peut pas avoir de rapprochement. Deux, aussi, là, les gens, il y a 34% des gens, selon un sondage la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui disaient qu'ils aimeraient mieux continuer à rester en télétravail au lieu d'aller dans des bureaux. Donc, les bureaux vont se vider, il va y avoir moins besoin de pieds carrés par personne. Fait que je m'attends que dans les prochaines années, le commercial devrait être un petit peu plus difficile que qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Du côté positif, avec l'éloignement des gens qu'il y a eu, le chalet locatif attache ta tuque. OK? Ah oui. Ah, ça va être incroyable. J'ai plusieurs étudiants coaching qui ont des chalets et je crois que c'est le 1er juin, quand ça l'a débloqué, il n'y avait rien de loué pour l'été ou presque. Chou, tout d'un coup, ça s'est tout loué d'un coup. Et les gens avaient augmenté les prix aussi des chalets. Et on est pour combien de temps? 6 mois, 1 an? Puis l'année prochaine, est-ce que monsieur, madame, tout le monde va vouloir aller voyager et aller dans le sud? C'est vrai. Non. Moi, je te dis non, ce que je vois, commercial va être très difficile et le chalet locatif, c'est ça qui va se démarquer. Tout ce qui est location court terme va se démarquer beaucoup, beaucoup dans les prochaines années. C'est vrai. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut tenir compte de ça quand on est en immobilier, tenir ça, dire, regarde, on a de ces tendances-là. Là, j'ai une question de Maddy qui dit, est-ce qu'un swap doit être fait juste avec le monde interne? Donc, la différence que je viens de vous parler ce matin, je vous ai parlé des forces, faiblesses, tendances et non pas forces, faiblesses, opportunités, menaces, parce que ça amène une réflexion plus à 10 000 pieds d'altitude. Donc, on va aller chercher à très, très haut niveau. Mais oui, c'est un très bon outil de faire force, faiblesse, opportunité, menace à l'interne avec nos équipes. On peut même aller sonder les gens à l'externe aussi. Très, très bon outil, très bon choix. Mais moi, je voulais amener le plus simple possible. Top 3 forces, faiblesses, tendances. Ça, c'est super bon. Au niveau de la réflexion un petit peu initiée, tu sais, juste faire le point sur notre petite réflexion stratégique. Au niveau de la stratégie, les autres points importants, ben de revenir sur l'ADN, tu sais, juste dire c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre raison d'être. Raison d'être, je l'aime mieux ce mot-là que mission. Mission, c'est comme on part, tu sais, je pars à la guerre, puis souvent les gens, tu sais, c'est comme non, tu sais, fait que la raison d'être, il va vraiment chercher l'inspiration de Simon Sinek qui a écrit le livre Why, mais c'est d'aller chercher pourquoi que je me lève à tous les matins, puis pourquoi je fais ce que je fais. Puis ça, je pense qu'en temps de COVID, on a vécu des coups durs de savoir, de revenir à l'essence même de pourquoi je fais ce que je fais, puis d'être capable de le dire en peu de mots. OK? Ouais. Ça, on prend, tu sais, moi, dans le fond, c'est tout le temps d'inspirer puis d'être complice du succès des entrepreneurs. Je veux pas faire un show de boucan, de m'en aller. Je veux être impliquée, je veux coacher, je veux être auprès d'eux. Ben, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Fait que l'inspiration est là. Si j'inspire pas, je veux pas être impliquée. Disney, tu sais, tout le monde connaît Disneyland. Ben, leur mot, c'est le bonheur. Puis tout est construit à travers le bonheur, mais dire en peu de mots ce qui fait que vous vous levez à tous les matins, le pourquoi vous vous levez, ça, c'est super important parce que quand les opportunités vont arriver, tu vas dire, je respecte-tu mon why?
Je vais-tu pouvoir offrir du bonheur? Je vais-tu pouvoir inspirer? Et ça te permet de dire oui ou non à certaines opportunités d'affaires. Et souvent, c'est là que les entrepreneurs se perdent. Tu es plus connecté. Comme tu as dit tantôt, Jocelyn, tu sais, moi, je pense que tu es tellement quelqu'un de rassembleur puis quelqu'un d'humain que toi, le jour où tu perds ça puis tu fais juste du factuel, tu n'es pas heureux. Mais non, je suis pas heureux par tout, là. Non, j'ai besoin de ça. Fait qu'on a vu quelques questions qui sont arrivées. Version francophone, excellent, on l'a là, du livre. Comment et pourquoi, comment faire les grands leaders nous inspirent. Excellent. Ouais. Fait qu'on a deuxième. Avant d'embarquer à troisième, comme tu sais, à chaque matin, j'ai la question qui tue. Là, toi, tu as l'avantage de n'avoir vu plusieurs entrevues. Fait que tu sais de quoi je parle. Tu as dû dire, je vais me préparer, c'est sûr que non, je me suis pas préparée, là. Attends un peu, là. Fait que là, il faut que je réponde à ça maintenant, là. Oui, on y va maintenant. Dans ta jeunesse, dans ton adolescence, dans ta vie, et tu es souvent sur scène, tu es souvent en train de donner des formations. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas révélé, tu n'as pas dit en conférence ou à tes clients sur toi? Oui, j'y pense, là. Là, c'est facile, parce que tu as 1, 2, 3, 4, c'était tout préparé, là, tu savais quoi dire. Oui, c'est ça, là, je suis dans mon élément, là. Là, tu me déstabilises un peu, là. Ben souvent, peut-être, parce que souvent, je viens de la Beauce, mais ma mère est italienne. Okay. Et elle a été laissée à la crèche à des gens. Tu sais, ma grand-mère a pris le bateau en 1952 et est tombée en amour avec un Italien. La famille ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a pris le bateau, elle est venue ici, elle a laissé ma mère à la crèche. Ma mère a été adoptée par des gens de la Beauce. Et ma mère a découvert qu'elle était italienne et j'ai découvert, en fait, moi je suis à moitié italienne et on a retrouvé mon réel grand-père en Italie à Rome. En 98, fait que j'ai pris l'avion, puis c'est de bouche à oreille. On a parlé à Madame Ricci, une première italienne qui est arrivée à Québec, qui dit, je pense, oui, Katharina, elle avait pris le bateau, puis je pense, puis ils ont été dans les villages en Italie chercher mon grand-père. Puis ils ont dit, regardez, vous avez eu une fille en 1952, elle vit toujours, elle avec sa petite fille. Il a dit, oui, je veux la voir. Fait que ma mère avait 40 ans à l'époque. Moi, j'étais au début vingtaine. Et puis, on a pris l'avion, on est atterri à Rome. Puis, il y avait une pancarte. Le nom québécois de ma mère, c'est Paulette Paquet. Okay. Mais son nom italien, c'est Anna Maria Tocci, pas mal plus sexy. Okay. Et là, il y avait une pancarte Anna Maria à l'aéroport à Rome. Et on a découvert la famille, puis on parle pas italien. Moi, je parle espagnol, fait qu'on s'est débrouillé. Mais écoute, Ghislain, de voir ma mère avec son père pour la première fois de sa vie qui prennent le verre de la même façon, les mêmes traits, ils ne se sont jamais vus en 40 ans. Mais ça a été extraordinaire. Et là, ma mère est en train d'écrire un livre sur son histoire puis tout ça. Fait que j'espère qu'elle va le publier puis que ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. Mais c'est vrai que je parle pas souvent de ça. C'est assez deep. C'est incroyable, c'est super, ça. OK, j'ai passé le test. La fille de la Beauce qui venait de l'Italie, finalement, la famille. C'est ça. Exactement. C'est bon. Fait qu'on va aller au troisième point. Oui. Alors, dans le fond, on a vu la fameuse courbe en forme de S, parce qu'on dit que toutes les entreprises ont une forme de S, donc souris, gazelle, éléphant. C'est-à-dire qu'au début, start-up, hyper croissance, et après ça, le fameux éléphant. Éléphant, ça veut dire que si tu te réinventes pas dans ton modèle d'affaires, tu meurs. OK? Fait que pour aller chercher une deuxième courbe. Fait que là, on a fait les individus, s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places qui nous entourent. La stratégie, se questionner sur dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon. C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui me drive vraiment? Et après, on tombe dans le volet exécution. Et l'exécution, souvent, là, ça, je vous dirais, c'est ce qui a sauvé les gens présentement dans la COVID. L'ensemble de mes clients, c'est qu'il y avait un rythme d'exécution. Il y a 3 disciplines pour avoir une bonne exécution. 3 disciplines. La première étant d'avoir des priorités clairement définies. Qu'est-ce qui arrive comme entrepreneur? On a plein d'idées dans la tête. On pousse ça à l'équipe. Là, je te connais-tu ou je te connais pas? Oh, tu me connais plein d'idées. Mon coach me dit tout le temps, OK, ça, c'est l'idée du président de la semaine. Il dit, prends ça, mets ça dans l'icebox à côté.
Oui. Puis, quand on va y avoir réfléchi, on reviendra plus tard et dire, réfléchis un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, dans l'exécution, c'est d'avoir des top priorités de toutes les priorités comme dirigeant pour donner un alignement à nos équipes. Et ce qu'on dit souvent, c'est que d'avoir 3 à 5 grandes initiatives pour notre vision 5 ans, puis souvent, ils vont tourner autour des 4 décisions. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux me bâtir une équipe de A, je veux développer le chalet locatif, puis je veux avoir, je veux tout être en mode télétravail. Tu sais, ça naît des grandes décisions, des priorités. Maintenant, dans ces grandes priorités-là, qu'est-ce que je fais dans les 3 prochains mois? Fait que l'idée, vous allez voir dans la méthodologie hypercroissance, on travaille, on opérationnalise la stratégie. Parce que souvent, entre la grande idée, mais parce que tu sais, ton concret, là, je sais que tu es super occupé, mais comment tu t'assures de développer ta stratégie pour atteindre tes objectifs? Ben, c'est de dire, ben, regarde, ça, c'est mon grand objectif 3 ans, c'est vers là, je veux m'en aller. Puis, dans le fond, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui est important de faire? Ben, c'est ça. Donc, d'avoir exemple, là, on pourrait dire, ben, regarde, moi, on parlait de faire du ménage, je vais améliorer mon processus financier parce que ça me prend trop de temps à faire ma facturation. Je veux rentrer un système pour le faire. Je veux être capable d'embaucher une bonne personne aux ventes parce que ça c'est quelque chose qui me nuit présentement. Et je veux m'assurer d'évaluer tout le volet chalet locatif. Quand tu arrives avec 3 priorités comme ça, puis tu le communiques à ton équipe, on s'entend-tu que c'est plus clair que de n'avoir 350? Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas avancer très peu dans ces centaines de priorités-là, ça décourage les gens que d'en prendre 3, de très bien les scoper, avoir un impact, célébrer l'accomplissement de l'équipe après 3 mois pour après en choisir 3 autres. Donc, ça, c'est le volet exécution. Donc, priorité égale alignement. Deuxième élément, les mesures de performance. KPI, Key Performance Indicator, avoir un tableau de bord. Puis là, peut-être que tu pourrais m'aider. J'aimerais ça t'entendre sur quelles sont les mesures critiques en immobilier que les gens, entrepreneurs, doivent regarder de manière, tu sais, oui, il y a l'hebdomadaire, mais de manière, mettons, mensuelle. C'est quoi leur tableau de bord qu'ils doivent regarder? De mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau de bord qui m'est rempli à chaque mercredi midi. Fait qu'à chaque mercredi midi, j'ai mes KPI qui rentrent. Et c'est fait par immeuble. Fait que j'ai mon taux d'inoccupation, OK, qui est par immeuble. Est-ce que j'ai un logement de vide, par exemple? Oui. OK. Après ça, est-ce que j'ai dans le même immeuble, est-ce que j'ai un risque de perte? Fait que là, la personne me dit oui, peut-être qu'on a une locataire qui nous a dit que peut-être qu'il déménagerait. Et le nombre de vues sur les annonces qui ont été passées dans la semaine. Parce que si je vois une annonce qui a eu 22 vues, c'est pourri. Fait que c'est pas bon. Fait que là, mais là, présentement, la personne qui me fait mes KPI, elle modifie automatiquement. Fait que quand elle fait KPI, puis elle se rend compte que c'est pas bon, elle rentre le chiffre 22, puis elle change l'annonce suite. Elle la délite, elle la modifie, puis elle l'améliore. Fait que ça, c'est mes 3 majeurs que j'ai à chaque semaine. Et le 4e, c'est mon KPI financier. Je l'ai une fois par mois. Je veux savoir mon état des résultats de chacun de mes immeubles. Est-ce que j'ai un immeuble à risque? J'ai quand même 325 portes. Fait que je peux pas les suivre suivre tous les comptes de banque individuellement. Fait que j'ai toutes mes compagnies séparées. Et je vois si, par rapport à la semaine dernière, y a-t-il une baisse dans le compte de banque? Dans le financier, où il y a eu une augmentation. S'il y a trop de grosses augmentations, je pose des questions. S'il y a trop de grosses baisses, je pose des questions. C'est le principal que je travaille avec chaque semaine. Et ça, dans le fond, ce qu'on dit, les bons KPI nous permettent d'avoir une clarté, dans le fond, et une visibilité sur les actions qu'on doit prendre. Et là, je vois il y a Guillaume Royer qui dit la méthode Oshin, elle est très bonne. Oui, c'est un très bon outil, mais je vous dirais, ce qui a fait la renommée de Gazelle, c'est notre fameux plan stratégique. Nous, dans le fond, Gazelle, on a un plan stratégique qui tient en une page. Donc, juste vous dire, ça existe aussi. Donc, encore plus simple que la méthode Oshin. On a la réflexion stratégique et l'exécution dans ce même plan-là, puis ça tient sur une page. Et pour aller dans tes KPI, on disait, quel est un bon nombre de vues pour toi, Ghislain? Moi, c'est minimum 20, parce que ça dépend des régions. Quand j'ai un immeuble à Montréal, le nombre de vues, il faut que ce soit beaucoup plus élevé. En Beauce, par exemple, j'ai des logements.
Quand j'ai 25 vues dans la semaine, en bas de 25, je suis pas satisfait. Puis en haut, je suis satisfait. Fait qu'elle est obligée de déliter l'annonce si en haut, il n'y a pas de 25 vues dans la semaine. Fait que parce que c'est d'un village, c'est en région. Ça fait qu'il n'y aura pas 250 vues dans la semaine pour d'un village de 4000 personnes. Fait que ça dépend, Sophie, de quelle région tu es. Puis tu vas le tester. Tu vas émettre tes annonces, tu vas commencer à compiler des données. Puis à un moment donné, tu vas voir, OK, ton sweet spot, il est là. Quand j'ai ça, ça va très, très, très bien. Parce que avec cette méthode-là, tu vois, sur 325, j'ai un logement de vide, puis c'est parce qu'il y a eu un décès. Je suis plein partout. Ah, ça, Pourquoi? c'est bon. Parce que je le suis, mais je gère pas les gestionnaires. Fait que j'ai pas à gérer les locataires directement. C'est les gestionnaires qui s'en occupent. Ah, c'est bon. Fait que ça, c'est super. Puis, tu sais, la nuance qui est importante quand on parle de mesures, c'est d'avoir des indicateurs prospectifs et non pas rétroactifs. Puis trop souvent, moi, c'est ce que j'observe dans les organisations, les gens vont attendre les états financiers, puis ton comptable est en retard, fait qu'il te le donne un mois après. Ouais. Puis là, tu essayes de prendre des décisions sur quelque chose, tu n'as plus le contrôle, il est trop tard, c'est fait. Fait que là, tu tombes en justification de chiffres au lieu d'être proactif. Ce que j'aime de ton approche, Ghislain, c'est que tu es capable de dire, ben regarde, à chaque semaine, je me réajuste. Ben, tu deviens un peu proactif pour être sûr d'atteindre tout le temps tes objectifs. C'est ça la nuance qui est importante quand on parle dans la discipline d'exécution, là, des priorités, mais les priorités sont suivies avec des mesures. Le plus important, c'est proactif. C'est plus important de regarder en avant qu'en arrière. Est-ce qu'il y a des risques en avant, nous autres, de perdre des loyers, de perdre des locataires, qu'il arrive quelque chose? Oui. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Et dernier élément, dans le fond, quand on parle d'exécution, on parle des rencontres rythmées. Et ça, je vous dirais, c'est la secret. Tu sais, tu as fait mes ateliers, là, Ghislain, là, tu sais, que je connais tout le temps avec ma quotidienne. Et dans le fond, quand on parle de rencontres rythmées, tu sais, souvent, on parlait aujourd'hui de la stratégie. Ben, on dit, nous autres, la stratégie, on devrait prendre 2 jours par année où on refait tout notre plan stratégique. Puis je vous le dis dans le livre, si vous voulez faire ça, c'est tout détaillé, étape par étape, section par section, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Mais l'idée, c'est de prendre 2 jours pour réfléchir et après faire un suivi au trimestre pour définir nos priorités 3 mois. Avoir des suivis mensuels, hebdo et quotidiens avec nos équipes. Fait que ça, c'est vraiment quand on est dans quand on est avec une équipe de gestion, faut vraiment parler. Et le petit 5 minutes quotidien, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, Ghislain? On texte, OK? On texte, on envoie un courriel, on envoie un téléphone, mais il n'y a jamais de moment où tout le monde se synchronise au même moment pour éviter ça. Alors, si on veut gagner en performance opérationnelle, super important d'être capable super important en performance opérationnelle, d'avoir des quotidiennes, un petit caucus quotidien qui dure 5 minutes. C'est quoi ma bonne nouvelle? C'est quoi ma priorité du prochain 24 heures? Et qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ce que ça fait, c'est que et c'est prouvé, il y a des études Harvard qui ont prouvé, dans le fond, que ça sauvait à peu près 2 heures par jour de temps d'une équipe de direction de synchroniser 5 minutes. Ben, c'est pas juste sauver le temps, c'est d'enligner les personnes à bonne place. Oui. Parce que quand tu as 42 projets à faire, lequel que le patron veut avoir en premier, lequel que le patron a une vision que hey, ça va sortir, je m'attends qu'il va y avoir un problème avec ça. Puis si tu ne le dis pas à ton équipe, tu ne l'auras pas, là. Tu ne le sauras pas. Ouais. Exactement. Oui. Fait que non, c'est bien. Fait que ça, c'est super. Fait que là, je vois le titre du livre. Ben, en fait, vous pouvez aller sur mon site web, là. Je pense que tu l'as mis hypercroissance.com. Allez dans la section livre. Vous allez avoir directement le livre. J'en ai traduit 2. En fait, moi, je me spécialise. J'ai ma maison des éditions. Fait que j'ai traduit ce livre-là, Scaling Up Hypercroissance. Fait que ça, c'est le titre du premier. Et le deuxième, ben, c'est mon masque à oxygène en premier. J'ai de la misère avec le titre. Vraiment de la misère, hein? Fait que j'ai traduit ce dernier livre-là. Fait que si pour vous, vous sentez que vous avez une charge mentale actuellement, puis que c'est vraiment difficile, ben c'est mon masque à oxygène en premier. Ce sont des exercices pratico-pratiques, 17 habitudes que les gens doivent mettre en place pour viser la haute performance. Donc, tu étais là justement à mon lancement avec Kevin Lawrence. Fait que c'est ça. Mais si on résume, exécution, 3 disciplines, les priorités. Puis là, juste tantôt, je t'ai entendu, tu as dit j'ai 42 projets, lequel est le plus important? Tu ne devrais pas en avoir 42, tu devrais en avoir les plus importants. Mais prioriser, mais justement que les gens se synchronisent. Fait que des priorités, alignement,
des bonnes mesures qui nous donnent de la clarté et des rencontres rythmées qui accélèrent le processus décisionnel, justement pour être aligné avec la vision de l'organisation. Fait que ça, c'est notre volet, mettons, exécution. Et le quatrième volet? Le quatrième volet, fait que le quatrième volet, c'est vraiment tout ce qui est liquidité. Donc, les liquidités, c'est... et là, c'est là que si vous allez sur mon site, en haut, j'ai la boîte à outils et tous ces outils-là, je vous les offre gratuitement. Tous les outils du livre sont tous gratuits. Et ce qui est intéressant, peut-être l'exercice pour faire un lien avec l'amélioration continue qu'on a fait tantôt, ce qui est intéressant, puis peut-être que toi, tu vas pouvoir aussi m'aider pour mettre ça dans un contexte immobilier. On parle du cycle de conversion. C'est-à-dire, à partir du moment où je dépense $1 pour faire l'acquisition d'un client, jusqu'à temps que je récupère ce dollar-là. Fait que dans le fond, il faut réfléchir à comment je peux réduire ce temps de cycle-là. Et plus je le réduis, plus j'augmente mes liquidités parce que je mets pas de l'argent, j'investis pas de l'argent un peu partout avant de le récupérer. Fait que il y a différents cycles. Il y a le cycle de vente. Votre cycle de vente, est-ce qu'il est bon ou ça vous prend 6 mois, 3 mois, comment on peut l'accélérer? Est-ce qu'il y a des erreurs dans ce cycle-là qu'on peut améliorer? Faut-tu changer notre modèle d'affaires? Faut-tu demander des dépôts au début pour nous aider dans notre cash flow? Fait qu'il y a un outil qui s'appelle le cycle de conversion qui est super intéressant où vous identifiez toutes ces opportunités-là avec votre équipe puis vous pouvez justement dégager des paramètres. Un paramètre souvent que je vois, puis peut-être ça s'applique, mais c'est juste que souvent les vendeurs vont vendre pour faire leur chiffre, vont vendre à escompte. Ils vont donner des escomptes. OK? Puis là, j'ai peur de pas closer le deal. Tu sais, fait que là, ils vendent à escompte. Mais en même temps, ça a un impact direct sur votre liquidité, surtout votre profitabilité. Alors, j'ai des dirigeants qui vont dire, ben regarde, moi, je vais suivre le taux d'escompte qu'on a donné. Puis on va se donner une limite, puis on n'a pas le droit de donner plus. Parce que ça a un impact directement sur les poches de l'entrepreneur. Fait que, tu sais, c'est toutes des méthodes comme ça. Fait qu'au niveau des liquidités, c'est des bonnes pratiques financières. J'ai fait une série de webinaires aussi, puis j'avais Christian Coder qui est en amélioration continue. Puis lui, il parlait de la gestion de l'inventaire, de s'assurer qu'on est bien, on roule ça bien de cette façon-là aussi. Fait qu'il y a une panoplie d'outils. Puis là, je veux pas prendre trop de temps non plus. Là, je veux qu'on soit right on time. Que j'avais remarqué dans le livre, dans l'atelier que j'ai fait avec toi, la technique du 1%. Oui, le power of one, oui. Fait que dans le fond, la technique du 1%, là, puis tu sais, vous pouvez m'envoyer un courriel directement à moi, puis je vais vous envoyer le fichier qui vous permet de l'adresse courriel dans... Ouais, pour toute question, n'hésitez pas, là. Moi, je suis en mode comme Ghislain, j'adore partager les meilleures pratiques. Fait que j'ai un fichier Excel qui vous permet. Fait que ce que vous faites, c'est que vous rentrez vos états financiers de l'année dernière et on dit il y a 7 leviers financiers qui ont un impact sur vos liquidités et surtout en immobilier, faut que tu en aies des liquidités pour être capable de réinvestir puis la profitabilité. Et ces 7 leviers financiers-là, souvent les gens vont tendre à trop travailler sur le volume. Il faut que j'aille chercher du volume. Non, mais si tu travailles sur ton pricing, des fois, le prix va avoir encore plus d'impact sur ta profitabilité comme telle. Alors, c'est 7 leviers-là financiers. Donc, il y a le prix, le volume, réduit. Bon, là, il y a les frais généraux, l'inventaire, tout ça, les comptes recevables payables. Fait que c'est un petit fichier, tu rentres une dizaine de données. Et après, ce qu'on dit est la façon Alan Mills qui dit cash is king. Puis là, j'en ai parlé avec Patrice la semaine passée. Oui. Qui a été en passant dans mes premiers clients Gazelle. J'ai travaillé une dizaine d'années avec Patrice, avec le groupe Toyota. Ben oui, quand le monde est petit, ben oui, c'est ça. J'ai travaillé une dizaine d'années, ça a été mes premiers clients. Je les ai suivis, même jusqu'au Paraguay, visiter leur usine là-bas, tout ça, des gens extraordinaires. Alors, mais c'est ça, fait que l'idée, c'est sur 7 leviers-là qui ont un impact sur ta profitabilité, tout ça. Fais juste changer 1%. Et dans l'exemple que je vais vous donner, tu vas te rendre compte que tu es à moins 50 000 dans ton année financière et juste changer 1% de ton prix, de ton volume, de réduire tes coûts, de tes comptes recevables, juste une journée plus une journée, tu te rends compte que tu es capable, par exemple, sur une usine, dans l'exemple, ça dit 18 millions de chiffre d'affaires, tu es capable d'avoir un impact de 500 000 direct de revenus et de liquidités de plus. Ben ça, c'est des outils que vous avez besoin parce que si on gère pas ça, tu n'es pas capable d'aller chercher ton plein potentiel d'entreprise. Excellent. Puis, fait que ça, il y a cette technique-là. Puis, on a parlé souvent d'un atelier. Peux-tu nous revenir avec c'est quoi l'atelier que tu offres? Là, présentement, probablement, tu ne l'offres pas, mais... Non, non,
Ah, tu l'as quand même? Ben, moi, j'ai fait un virage virtuel. Okay, j'ai suivi la tendance. Non, rapidement, dans le fond, j'ai fait, tu sais, on s'est parlé, puis tu m'as beaucoup aidé, puis je te remercie parce que tu m'as tout partagé tes meilleures pratiques, puis ça, j'apprécie. Fait que j'ai créé la formation en ligne qui vient joindre ce livre-là. Donc, et j'ai présentement sur mon site web, je l'ai donné à 50 de rabais aussi. Donc, c'est 45 capsules vidéo où on peut comprendre tous les fondements, les meilleures pratiques de gestion pour avoir notre fameux plan de croissance. Fait que j'ai cette formation-là, donc l'éducation, la formation en ligne. J'ai créé un bootcamp virtuel qui est un blitz de 1 mois intensif, une demi-journée par mois où je passe une demi-journée par décision et je vais faire tous les exercices. Et ça, mes cours. Une demi-journée par mois? Une demi-journée par semaine pour un mois. Pour un mois, parfait. Excellent. Une demi-journée par semaine pour un mois, puis je prends une décision par demi-journée. Fait qu'on va faire les individus, la stratégie, l'exécution, les liquidités pendant un mois. Okay. C'est quand tu pars ton prochain groupe? Mon prochain groupe part le 23 juin. Fait que j'ai 2 cohortes. Fait que pendant le COVID, fait que j'ai une cohorte qui part le 23 juin. Puis après, c'est juste après, à la fin juillet, début août, qui va être ma prochaine. Il y a évidemment le livre. Tu sais, je vous dirais, si c'est quelque chose qui vous a intéressé, la première étape, c'est peut-être, tu sais, le livre, c'est pas un gros investissement, puis juste s'intéresser. J'ai fait une série de 4 webinaires. Je me suis inspirée de toi. J'ai fait des Facebook Live, des webinaires. Je te dis. On peut parler de quelques mois. Non, mais moi, je t'écoute quand tu me parles. Et puis, fait que j'ai fait 4 webinaires sur les 4 décisions avec 4 experts. J'ai fait 4 Facebook Live aussi avec mes entrepreneurs préférés qui étaient excellents dans chacune de ces décisions-là. Fait que si vous allez sur le channel YouTube cleomaheu.com, vous allez sur Cléo Maheu. Tous ces entrevues-là sont gratuits. En fait, moi, je suis un peu comme toi, là, essaye de donner au suivant, créer du contenu et tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous a intéressé, il y a beaucoup de contenu gratuit pour vous. Et est-ce que tu vas avoir assez de livres pour tout le monde? Parce qu'il y a quand même 150 personnes en ligne. Là. Oui, inquiète-toi pas, j'en ai beaucoup. Mais très fièrement. Oui. Puis tu sais, je suis très fière parce qu'on a fait réimprimer. Tu sais, c'est un petit, j'avais aucune maison d'édition qui était prête à me publier, peux-tu croire? J'ai approché Québécois, tout ça, parce que c'était trop des petits volumes. Tu sais, eux autres, ils veulent des romans qui se vendent chez Costco. Chez moi, c'est trop niché. Fait que j'ai créé ma maison d'édition et aujourd'hui, on distribue. J'ai une collaboration avec l'Europe. Fait que je veux vraiment viser la francophonie puis aider les entrepreneurs dans le monde francophone avec le livre. Et puis, inquiétez-vous pas, s'il y en a pas, je vais en réimprimer parce que je veux que l'entrepreneuriat au Québec soit à son meilleur après cette crise-là du COVID. Je suis sûre qu'on va sortir tous plus forts. Hey, si vous aimez l'entrevue aujourd'hui, partagez, cliquez sur j'aime, envoyez donc un beau cœur à Cléo pour la remercier d'avoir été avec moi ce matin. Je sais que tu t'es levé de bonne heure pour être avec moi ce matin. Ouais. Et en attendant, le dernier conseil, Cléo, que je veux que tu nous donnes aux investisseurs qui sont en ligne présentement. N'oubliez pas, demain, lundi, 15 choses à savoir sur la location de vos logements le 1er juillet. Mardi, un témoignage d'un investisseur en région. Mercredi, un autre témoignage, mais d'un gars qui fait du flip de très, très haute gamme. Et mardi soir, j'ai la formation Airbnb. Mercredi soir, la formation Devenir libre financièrement. Cléo, en terminant, ça serait quoi le conseil du siècle que tu pourrais nous donner avec, je sais que tu nous as donné plein de conseils aujourd'hui. Ouais. On avait un à retenir, là, c'est comme ton conseil chouchou, là. Ça serait quoi? Ben moi, je trouve que les gens qui ont du succès, c'est qu'ils ne perdent jamais de vue la connexion avec ce qui les drive et ce qui se lève à tous les matins. Fait que moi, je dirais, réfléchissez à ce qui vous inspire, ce qui vous motive à tous les matins et évoluer dans votre modèle d'affaires et de croissance en fonction de ça. Puis si la connexion se fait entre c'est quoi ma raison d'être, ce qui me passionne réellement, puis vers où je veux m'en aller, je pense que c'est là qu'on a réellement du succès. Puis oui, les revenus vont venir par la suite, mais c'est là, puis c'est ça que j'aime parler avec des gens comme toi. On se connecte avec notre why, puis on aime ça. Fait que je souhaite ça à tout le monde, puis que le Québec Inc. soit encore plus fort. C'est ça que je veux. Excellent. Un gros merci. Merci Cléo, à toi, vraiment. Cléo Maheu d'Hypercroissance, Ghislain Rochelle d'Imofacile.ca. Demain matin, 8h, on est avec vous. On va être avec différentes entrevues chaque semaine, chaque matin plutôt. Fait que manquez pas ça. Merci Cléo d'être avec nous. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être présents à chaque matin à 8h. Bye. Reste avec moi, Cléo, s'il te plaît. Oui, merci. Oui. Bye, la gang. Bye, bye.